Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. En Côte d'Ivoire, bientôt un centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Il va permettre aux pays membres d'échanger les bonnes pratiques en la matière. Un centre chargé de trouver aussi le financement des politiques de lutte. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a visité hier le chantier. Il est toujours à la recherche de solutions au blocage dans l'école ivoirienne. Le médiateur de la République continue ses consultations. Il a rencontré les parents d'élèves. Adama Toungara a aussi échangé avec les syndicats d'enseignants. Et puis disparition ce samedi de Bernard Dadier, le père des lettres ivoiriennes, est décédé à l'âge vénérable de 103 ans. Bernard Dadier, l'auteur de Climbier, était aussi un homme politique et ministre de la Culture sous Houphouët-Boigny. Ses œuvres sont des classiques de la littérature africaine. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a visité hier le chantier du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre basé à Abidjan couvrira la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Il va permettre aux pays membres d'échanger les bonnes pratiques en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Les travaux avancent bien. Écoutons le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce sera le premier centre en Afrique qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre dans un premier temps. On espère, si les choses marchent bien, toute l'Afrique à partir d'ici. Il y a déjà un autre centre en Chine qui couvre l'Asie. Il y a le centre donc, du Brésil qui couvre l'Amérique latine. Donc on va avoir un autre centre ici qui va couvrir probablement non toute l'Afrique. C'est un élément important. Remercier et féliciter à nouveau le PAM, le Programme alimentaire mondial, avec toutes les structures des Nations Unies, d'ailleurs en charge donc, de l'agriculture, la lutte contre la faim. C'est donc le PAM, la FAO, le FIDA et donc le mouvement SUN aussi, parce que le dossier de la faim est un dossier très, très important pour la Côte d'Ivoire. On veut servir d'exemple pour montrer au monde ce que la Côte d'Ivoire fait dans ce domaine. Et les progrès sont importants. Je prends quelques exemples au passage. Vous avez par exemple le goitre qui existe dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Et justement qu'on met du sel iodé pour la nourriture et puis le goitre disparaît. Le taux d'allaitement était tombé à 12. Et maintenant, nous sommes autour de 23,5%. Donc ces choses bougent et l'objectif, c'est d'arriver donc à 50%. Je vous le disais en début de journal, le médiateur de la République engagé dans la recherche de solutions aux grèves qui secouent le secteur éducation-formation, Adama Toungara, a échangé hier avec la plateforme syndicale et des parents d'élèves. Une rencontre après celle avec les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le point avec Salima Toudia. Écouter, conseiller les différentes parties et protéger le système éducatif ivoirien. Dans sa mission, le médiateur de la République poursuit les consultations pour un dénouement total de la situation actuelle de l'école ivoirienne. C'est d'abord la plateforme syndicale qui a été entendue par Adama Toungara. Elle revendique entre autres le principe de révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi. Nous invitons une fois de plus tous nos camarades à effectivement s'aligner dans les résolutions de l'Assemblée générale qui est de reprendre effectivement les cours et de faire confiance aux médiateurs et de faire confiance aux discussions que nous sommes en train de mener. Et nous avons pris bonne note des conseils qu'il nous a prodigués. Nous avons convenu d'aviser et de lui revenir. Nous nous sommes entendus sur une méthode pour arriver à ce que tous les enseignants reprennent le chemin de l'école et aussi d'aller au-delà de la crise actuelle, d'aller en profondeur de tout ce qui affecte le système éducatif dans notre pays. Ensuite, ce sont les parents d'élèves également préoccupés par la situation qui ont été reçus. On s'est accordé sur un certain nombre de points et de conduire un certain nombre d'actions qui vont nous emmener dans l'apaisement pour que les enfants reprennent très vite les cours dans les écoles. Je voudrais donc rassurer tous les parents que nous continuerons de travailler avec eux pour atteindre cet objectif. Les résultats de ces consultations devront être présentés au gouvernement dans les jours à venir.
Eux aussi font part de leurs conditions de travail à leur tutelle. Les dirigeants sociaux des entreprises d'État ont échangé avec le secrétaire d'État en charge du budget. Moussa Sanogo a exprimé son soutien aux directeurs généraux et présidents des conseils d'administration. Jean-Luc Bambo. Ils sont pour la plupart directeurs généraux et présidents de conseils d'administration d'entreprises publiques. Des entreprises où l'État détient une participation majoritaire ou minoritaire. Ces dirigeants sociaux ont répondu massivement à la rencontre d'échange avec leur tutelle financière. Au lieu de la société d'État, nous sommes soumis à différentes obligations de résultats. Nous signons des contrats d'objectifs et de performance avec l'État. Et bien sûr, il est important de s'asseoir, de faire une analyse approfondie des réalités que nous vivons. Ces genres de rencontres périodiques pourront nous permettre, nous dirigeants sociaux, de pouvoir savoir si nous sommes dans l'élan de la progression ou bien s'il y a des choses à rattraper. Trouver une oreille attentive auprès de la tutelle, mais également tracer ensemble les sillons de la bonne gouvernance et de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. Tel est le sens de cette rencontre. Notre performance s'est clairement améliorée. Maintenant, bien sûr, on peut en attendre plus parce que pour le moment, nous avons quand même un volume de subventions injectées dans les entreprises publiques qui, ma foi, est encore un peu important. Donc nous devons travailler à réduire cela et faire en sorte donc, que les résultats nets de ces entreprises-là s'améliorent de façon significative. Le secrétaire d'État a encouragé les dirigeants sociaux à persévérer dans l'effort afin de garantir aux entreprises publiques un meilleur rendement et contribuer plus efficacement à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Les sociétés publiques ont notamment permis à l'État d'engranger 23,4 milliards de francs CFA de dividendes en 2018. Hier vendredi, c'était la journée internationale des droits de la femme, une édition placée sous le sceau de la reconnaissance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. 150 agents décorés dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Une cérémonie en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Kader Sogodogo. Amphithéâtre Ange-François Barry Batesti de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Jour de fête. Les femmes sont à l'honneur. Le 8 mars leur est dédié. À l'instar des hommes de cette prestigieuse école d'ingénieurs, une soixantaine d'entre elles reçoivent la reconnaissance de la grande famille de l'éducation nationale. Elles auront contribué à traduire en réalité le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Dès l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, le président Houphouët-Boigny a créé un réseau de grandes écoles destinées à former pour notre administration ainsi que pour les entreprises des ingénieurs et techniciens supérieurs de haut niveau. Ces écoles ont très tôt ouvert leur formation aux élèves talentueux des pays de la région africaine. Le NSTP, l'INSEP, l'ESA, socle de l'INPE aujourd'hui en font partie. Elles ont largement et efficacement contribué à assurer la formation de nombreux cadres qui font la fierté de notre pays et de notre continent. C'est dans une belle ambiance que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, et plusieurs personnalités ont élevé ces agents dans les rangs de chevaliers, d'officiers et de commandeurs. Nous sommes venus les féliciter, les encourager, et cela coïncide fort heureusement avec la Journée internationale de la femme. Et vous avez vu que parmi les récipiendaires, il y avait des femmes. Je tenais à les féliciter, à leur dire bonne fête et à leur dire que partout où elles méritent, nous ferons en sorte qu'on puisse faire droit à leurs attentes. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et je sais que de nombreuses autres femmes dans le pays, dans la Côte d'Ivoire entière, méritent d'être reconnues. Et je voudrais ici leur dire bonne fête. Pourquoi ne pas laisser ces dames éclater leur joie? Je suis très heureuse. Je voudrais que chaque année, on renouvelle la date. Les femmes ont été célébrées. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, c'est une grande joie. C'est une grâce de Dieu. Je m'appelle Tanti Allegra Aou Cécile. J'ai servi plus de 30 ans à l'INP, à l'école supérieure de l'ENS Abidjan, ici, à Yamoussoukro. J'ai servi à l'école industrielle d'ici. J'ai servi. Beaucoup de mes étudiants sont des grands techniciens, directeur des écoles. Vraiment, je viens d'être honoré parce qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Plusieurs légendes de football ont rehaussé de par leur présence cette cérémonie.
Bernard Lamar, Raymond Dominique et le mouton d'or ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, pour ne citer que cela. Une journée internationale des droits de la femme est également célébrée à San Pedro et Sassandra. Dans ces deux villes, les femmes ont compris les enjeux du numérique dans leur activité. C'est ce que nous dit Sam Conan. Allô? Oui, bonjour. Oui, mais tu devrais livrer les pagnes là. Dame Miezan Yvette tient un magasin de vêtements et de riz au quartier Cité de San Pedro. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable dans ses affaires. Aujourd'hui, avec le téléphone, non seulement on passe facilement les commandes, mais aussi on fait déposer l'argent plus facilement. Donc les transactions se passent plus facilement par rapport à avant, où il fallait se déplacer avec les risques. Comme Dame Miezan Yvette, beaucoup de femmes se mettent au goût du numérique dans leurs activités. Le numérique me sert beaucoup parce que souvent il y a des clients qui n'aiment pas se déplacer. Ils consultent le site, quand il y a un article qui leur plaît, bon, je me contacte, je me mail, bon, ils m'appellent. Ces femmes ont bien compris le thème de cette année, le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. À San Pedro, elles se sont retrouvées sur le boulevard de la République pour célébrer cette journée à travers des défilés et des allocutions. Les femmes de Sassandra étaient également de cette journée du 8 mars. Défilé des différentes couches socio-professionnelles pour démontrer combien de fois elles sont déterminées pour une autonomisation grâce au numérique. Donc nous souhaiterons que vraiment le président, qui a toujours compté les femmes dans son programme d'action, il envoie vraiment des ordinateurs qui vont aider les femmes vraiment à s'adapter, à apprendre vraiment pour qu'elles puissent aussi décoller avec les hommes. Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme, cela passe nécessairement par une alphabétisation, surtout dans les zones rurales. La proportion des femmes dans l'entrepreneuriat numérique, notamment les startups, est faible. Cependant, elles s'y intéressent de plus en plus. Elles entendent donner du sens à leurs projets avec cette nouvelle manière d'entreprendre. Dans le milieu des startups, les obstacles sont nombreux, dont le manque de financement. Les femmes dans le milieu des startups, un reportage de Salima Toudia. De son bureau à la Riviera Palmeraie, Macha fait le point des rendez-vous des séances de beauté confirmées pour la semaine. Sa plateforme, Aphrodite, est l'interface entre les clients et les beauty artistes, des prestataires de beauté rigoureusement sélectionnés par l'équipe de Macha. C'est une plateforme de mise en relation, de prestation de services beauté en ligne. Aujourd'hui, on peut réserver son chauffeur en ligne, on peut réserver sa nourriture. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui va faire la relation entre le client et le professionnel. D'autant plus qu'on a remarqué aujourd'hui que la femme africaine, en général active, n'aime pas trop se déplacer pour certaines prestations. Voilà 2 ans que cette start-up est lancée par cette femme de 29 ans. C'est en 2015 qu'elle décide de s'y consacrer totalement alors qu'elle bossait dans un organisme humanitaire avec un master en droit et action humanitaire. Cette passionnée de beauté décide alors d'affronter les réalités du milieu de l'entrepreneuriat. L'idée était plutôt très bien accueillie, mais il y avait quand même quelques réserves qu'émettaient certains professionnels et certains clients à l'encontre d'Aphrodite. Les professionnels déjà, souvent ils se disaient que c'était une anarque. C'était très difficile, d'autant plus qu'on n'a bénéficié d'aucun prêt. Et tout a été fait en général sur fonds propres. Par contre, ce qu'on a voulu faire, on a voulu participer quand même à des concours pour se faire connaître et puis pour pouvoir se faire aider aussi avec certainement les fonds qu'on aurait eus. Aujourd'hui, Aphrodite affiche une bonne clientèle et un service qui séduit. Un exemple de start-up parmi tant d'autres. À la Fondation Jeunesse Numérique, Linda Vallée détecte et accompagne les jeunes Ivoiriens porteurs de projets innovants. Et dans le milieu des startups, les femmes font leur entrée. Aujourd'hui, au niveau de la Fondation Jeunesse Numérique, la promotion 2018 comptait environ une dizaine de start-upeuses. Donc c'est relativement peu par rapport au nombre de start-up qu'on accompagne. Et ce qui est prévu pour la prochaine édition de l'appel à projet, c'est justement d'imposer d'avoir au moins une femme parmi les promoteurs principaux des projets qui sont présentés. Face à la problématique de la difficulté d'accès aux fonds d'investissement, la Fondation leur offre des possibilités d'affaires avec les investisseurs.
C'est le cas de Sarah avec sa start-up Imousso dans le domaine du vivrier. Elle a pu rencontrer un investisseur d'un réseau de business angels au niveau africain qui est venu nous voir et qui a passé du temps avec elle de manière à vraiment challenger son business et l'aider spécifiquement à améliorer ses processus et son organisation interne. S'insérer dans le milieu des startups, jusque-là dédié aux hommes, reste encore un challenge pour bon nombre de femmes, bouillonnantes de projets à fort potentiel dans le domaine du numérique. Et on parle toujours de ce 8 mars. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie et celles de la Société ivoirienne de télédiffusion ont célébré la Journée internationale de la femme. À cette occasion, les différents responsables ont salué leur sens du devoir et du professionnalisme. Des conférences prononcées sur le leadership féminin. Serge Coléa. Femmes, potentialisez vos énergies pour booster votre réussite. C'est le thème de la session de formation initiée par la Société ivoirienne de télédiffusion à l'attention de ces travailleuses en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a quand même des femmes qui sont responsables, directeurs ici, dans l'entreprise, chefs de département, en tout cas à tous les niveaux, on retrouve ici les femmes. Pour Agnès Crédit, la conférencière, il s'agit d'amener les femmes à faire face aux défis qui s'imposent à elles, aussi bien en entreprise que dans la vie de tous les jours. Il y a donc dans cette manière de voir les choses, la conviction que la réussite est à la fois une réussite liée à la femme qui réalise ses rêves de femme, à la femme qui travaille et qui accomplit une carrière dont elle rêve, et puis à la citoyenne qui s'engage dans la communauté. Pour que les femmes puissent être des citoyennes à part entière, qui participent de manière réelle au développement de notre pays et que cela soit reconnu comme tel. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie donnent entière satisfaction au ministre Maurice Kwaku Bandama. Le directeur de cabinet, Yves Conan, l'a réaffirmé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Monsieur le ministre, depuis sa nomination à la tête de ce ministère à ce jour, a promu plus de 37 femmes au poste de responsabilité. Nous sommes passés de 6 femmes responsables au moment où il est arrivé à ce ministère à 43 aujourd'hui. Il était donc indiqué pour monsieur le ministre de leur traduire toute sa reconnaissance et leur dire qu'il est conscient du fait que c'est les femmes du ministère de la Culture qui ont permis le positionnement de ce ministère-là. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie ont célébré la Journée internationale des droits de la femme en renforçant la cohésion entre elles. Le domaine des mines enregistre de plus en plus de femmes en Côte d'Ivoire, un métier autrement réservé aux hommes en raison de sa complexité, un travail minutieux qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. La vie familiale compte très peu, pourtant aujourd'hui on y trouve des femmes chefs d'équipe. Incursion dans ce domaine avec Éric Goré. 12 heures de travail chaque jour pour ces femmes de la mine d'Agbaou à une dizaine de kilomètres d'Iré, vêtues de chemises et de pantalons. Ces dames ne sont pas différentes des hommes. Les mêmes tâches physiques et intellectuelles sont accomplies par elles. Là où tu dois beaucoup plus te concentrer, c'est sur la paire 57. Regarde, elle a fait 418 comme 10 grades. Je voulais me comparer à des garçons. Travailler pour ramener les garçons travaillent, à des machines. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai fait un effort pour apprendre cette machine. Comme des militaires, elles sont sur pied dès 4 heures du matin. Quand j'arrive le matin, tout d'abord je fais mon rapport. Après le rapport journalier, je dois me rendre dans le pit, voir, surveiller, vous voulez contrôler ou coordonner les activités de forage avec mon équipe bien sûr. Voilà. Lorsque la roche est dure et qu'on n'arrive pas à miner la roche facilement, il nous faut faire le forage pour pouvoir rendre la roche plus facile à excaver. 10 jours de travail pour 4 jours de repos, leur vie familiale n'est pas du tout facile. Mes 4 jours sont consacrés pour ma petite famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Ce n'est pas tous les conjoints qui sont aptes à accepter l'idée, à qui confier la charge des enfants, l'éducation des enfants. C'est vraiment pas évident. Donc c'est un métier vraiment difficile pour les dames. On va dire même que ce métier nous empêche d'être femmes. Parce qu'au-delà de tout ça, nous sommes enfermés ici. À l'instar de nos soeurs à Abidjan qui sont dans les bureaux, elles sont sous les talons, elles ont leur after-work, les week-ends, elles peuvent s'amuser. Nous, c'est quasi inexistant pour nous. Ce sont des choses qui se règlent au cas par cas. Souvent, quand l'époux est loin et qu'il n'a pas peut-être un travail qui lui permet de se déplacer,
On demande aux femmes de faire en sorte de visiter de temps à autre, sinon à chaque fois qu'elles sont en repos, les époux. Maintenant, quand l'époux a un travail qui lui permet de se déplacer, on demande surtout aux uns aux autres de faire des regroupements dans la ville de Iré, qui est tout juste à côté de notre mine. Cependant, cette situation n'enlève rien à leur détermination. Celles qui sont ici réussissent bien. Elles sont parfois meilleures que certains hommes parce que, au-delà d'être productives, elles travaillent en toute sécurité. Elles sont très prudentes dans le travail, donc parfois elles ont de meilleurs rendements que les hommes. L'industrie minière en Côte d'Ivoire peut désormais compter avec les femmes. Un secteur pourvoyeur d'emplois qui recrute diverses compétences. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a un nouveau président, Danho Paulin. Il a été élu à la tête de cette fêtière aujourd'hui pour un mandat de 5 ans. À ce poste, le maire d'Atekoubé succède à Gilbert Kafana Koné. Il confirme de l'UVIC aussi une force de proposition au gouvernement afin que son programme social soit visible sur le plan local. Danho Paulin s'engage aussi à trouver des bailleurs de fonds pour le financement de projets décentralisés. En politique, 68 secrétaires de section du PDCI RDA adhèrent au mouvement PDCI Renaissance. C'était au cours d'une rencontre, une adhésion en présence de plusieurs responsables du PDCI dans la localité. Alexis Ouedraogo. Secrétaires de section, présidents des mouvements des femmes et des jeunes, ils sont venus nombreux écouter l'une des figures de proue du mouvement PDCI Renaissance. Théophile Awandoli s'est voulu convaincant et rassurant. La paix, le développement et la stabilité en Côte d'Ivoire passent par l'union des fils de la nation. Nous partons d'ici satisfaits parce que nous savons que PDCI Renaissance prône la paix. PDCI Renaissance est pour que le PDCI ne se retire pas de l'alliance du RHDP. Dès que nous quittons ici, nous allons tourner dans nos 34 villages, dans les 34 villages du département de Mbato 2 pour porter la bonne nouvelle. Nous allons tourner pour que les quelques personnes qui étaient réticentes nous suivent dans le PDCI Renaissance qui est la voie du développement. Au cours de cette rencontre, Awandoli Théophile a également échangé avec les responsables politiques des partis membres du RHDP, l'occasion de mobiliser et d'affiner les stratégies pour une sensibilisation efficace et l'implantation du RHDP dans tout le pays. Nous avons essayé de voir comment nous allons mieux nous organiser pour occuper le terrain ici dans le Moronou. Vous avez tous les responsables ici au niveau du RDR, les départementaux, les commissaires politiques, il y a également l'UDPCI. Enfin. Awandoli Théophile a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour les filles et fils d'Oufoué d'œuvrer à consolider ensemble la paix en Côte d'Ivoire. Des membres du bureau de l'APC font le bilan de leur structure. Une assemblée générale extraordinaire tenue aujourd'hui. Le bilan est jugé satisfaisant. L'Alliance pour le changement dit soutenir les idéaux du RHDP. Walter Amadou Ouattara. Commune de Koumassi dans le district d'Abidjan. L'Alliance pour le changement, APC, fait le bilan de ses activités. De 1997 à 2019, d'abord, Forum des associations du Grand Nord, puis Forum des associations pour la Nation et depuis 2009, l'APC a contribué selon l'orateur du jour à la paix en Côte d'Ivoire. La contribution de l'APC au retour de plusieurs exilés de la crise post-électorale. L'APC a initié plusieurs campagnes de sensibilisation dans le district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur sur le programme de développement du président Alassane Ouattara. En dépit de ce bilan positif, nous relevons de graves dysfonctionnements au niveau du bureau exécutif de l'APC. M. Alphonse Soro a démissionné en juillet 2014. Le bilan moral est satisfaisant en ce sens que l'APC a contribué à l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Au cours de la présente Assemblée générale extraordinaire, des décisions ont été prises, au nombre desquelles la désignation de Kader Ouattara, président du comité ad hoc de l'APC. Nous avons décidé de la radiation de l'ex-président donc Alphonse Soro, du président intérimaire Blé Daniel, et nous nous sommes donné les moyens d'entamer toutes les démarches auprès des autorités
pour empêcher d'utiliser le logo et le label de l'Alliance pour le changement. Dans un mois, se tiendra l'Assemblée générale élective du prochain président de l'APC. Pour l'heure, on retient que l'APC reste fidèle à la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité, au Mexique, 15 morts et 4 blessés, c'est le bilan d'une attaque à main armée contre une discothèque de l'état de Guanajuato. Plusieurs hommes armés sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi devant l'établissement appelé La Playa. Ils ont ouvert le feu contre les clients et les employés avant de s'enfuir. Les causes de l'attaque restent inconnues dans l'immédiat. Cette fusillade intervient alors qu'une vaste opération des forces de l'ordre intervient d'être lancée dans cet état contre un puissant groupe criminel spécialisé dans le vol de carburant. La triste nouvelle est tombée aujourd'hui. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier a tiré sa révérence. L'auteur de la célèbre œuvre Climbié était âgé de 103 ans. Il était le père de la littérature ivoirienne. Théodore Zouzou et Sationayo. Ce grand homme s'était éteint aujourd'hui à 14h à Abidjan. La nouvelle avait circulé sur les réseaux sociaux et dans divers milieux à Abidjan. Elle vient d'être confirmée. Bernard Dadier est mort. Le père de la littérature ivoirienne s'en est allé. Il a tiré sa révérence à l'âge de 103 ans. L'homme était fatigué. Il n'est plus apparu en public depuis la célébration de son centenaire. La Côte d'Ivoire et le monde de la culture africaine perdent un monument. L'auteur des œuvres Climbié, Paille Noire et Torognini aura marqué l'école ivoirienne par ses écrits et contribué à la naissance de la littérature ivoirienne. Climbié, Paille Noire, Togognini et d'autres opus de Bernard Dadier sont devenus des classiques de la littérature africaine. Le Grand Prix littéraire d'Afrique noire était d'une production littéraire féconde, Le portrait de l'homme, avec Franck Quadio. Labouré par la faim et le feu, je fus une terre arable. Page noire pour l'auteur du Paille Noire. Dans la plantation entre Bassam et Benjavi. Puis mon oncle me prend tout petit. Bernard Dadier a définitivement rangé son manuscrit 10 janvier 1916, 9 mars 2019, 103 ans de vie foisonnante au service de la littérature, romans, nouvelles, chroniques, poésie. Considéré comme le père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier s'en est allé. Fils d'auxiliaire de l'administration coloniale, il abandonne même les études, car fuyant les sévices corporels à l'école. Mais en octobre 1924, à Dabou, la réconciliation avec les Bans tracera les sillons de l'homme vers la quête du savoir. Et pris de justice, il entre dans l'engagement politique au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Après l'indépendance, il rejoint l'administration de Félix Houphouët-Boigny en 1960 et occupe plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la Culture entre 1977 et 1986. Mais l'impact de Dadier, c'est son abondante œuvre littéraire, le fabuleux roman Climbié, classé par les critiques comme récit autobiographique qui dénonce le poids de la colonisation sur notre culture. Les nouvelles, Le Paille Noire, Légende africaine entre autres, La Ronde des jours, Les lignes de nos mains en poésie, en théâtre, Béatrice du Congo, Les voix dans le vent, des chroniques telles Un nègre à Paris. Bernard Dadier, membre de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, s'en est allé. Il laisse un univers littéraire encore inexploré, tant les thématiques les plus diverses et qui ont fait l'objet de colloques sont encore à éplucher. Adieu, Dadier, vive la plume. Homme politique, ancien ministre de la Culture, Bernard Dadier, talent de critique sociale aussi lucide qu'impitoyable. C'est une bibliothèque qui vivra. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.